want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cet épisode 44 du Fly Podcast Fly. Eh bien messieurs, on va innover aujourd'hui puisqu'on va avoir aucun recul sur le match puisque notre match était celui du lundi. On enregistre le mardi, donc on n'en a vu qu'une seule fois. Une grosse défaite face aux Dallas Cowboys. Vraiment là, rien à dire. Je pense qu'on a été dominé. On va revenir sur ce match et sur les leçons qu'on peut en tirer. Et pour m'accompagner, comme toujours, Loïc. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Et Grégory. Salut Greg. Salut les garçons, salut à tous. Qu'est-ce que ça va être bien. Greg qui a acheté un super nouveau casque, mais qui, comme tous les vieux monsieur, n'arrive pas à le brancher. C'est terrible. Et comme tous les vieux monsieur, ils t'emmerdent. Ça, c'est pour commencer. Et je ne sais pas. J'ai voulu faire bien pour vous. Les casques, a priori, c'est quand même un peu mon domaine. Mais là, malheureusement, j'ai un petit problème. Mais qu'importe, on va le faire comme ça. Et puis Greg, il a le sens de l'investissement quand même. Entre ses maillots Wentz, maintenant son maillot Hurts et maintenant son casque. Ah mais c'est sûr qu'on peut supporter une franchise en crachant dessus à longueur de journée. Ah là là. Donc messieurs, comme d'habitude, petit résumé du match. Premier drive, on se fait ouvrir par l'attaque des Cowboys. Spoiler, ça va être le cas tout le match. 7-0. Deuxième drive, troisième drive, quatrième drive. Non mais deuxième drive, interception de Jalen Hurts. Mais les Cowboys se retrouvent sur leur 1. Et là arrive peut-être le seul bon play du match, fumble de Cox, qui aurait pu être considéré comme une interception d'ailleurs. Mais bon, fumble récupéré par Cox dans la end zone, touchdown, 7 partout. Bon, 7 partout, on se dit, pourquoi pas. Surtout que juste derrière, les Cowboys, sur un turnover and down, 4e tentative et 1 à 1 yard de end zone, sont repoussés. Bon, pour moi, il aurait sûrement dû avoir touchdown pour les Cowboys, mais enfin, tant mieux, on prend. Et on retrouve la balle à 7-7, on se dit pourquoi pas. Et là arrive, c'est simple, hein, touchdown Cowboys, punt Eagles. Touchdown Cowboys, punt Eagles. Et à la mi-temps, on se retrouve à 20-7 dans un match où offensivement en première mi-temps, on n'a quasiment rien produit. Il y a 120 yards et encore il y en a 40 en fin de mi-temps, et on décide d'ailleurs de punter alors qu'on est au milieu du terrain en 4e tentative, ça on y reviendra peut-être. Débute le 3e quart-temps, on a la balle, on se dit c'est maintenant pour revenir, et la pick six de Trevon Diggs sur son ancien coéquipier Jalen Hurts, 27-7, là on se dit que ça pue, on marque un touchdown par Zach Ertz pour entretenir espoir, 27-14, mais très vite l'espoir est douché par deux nouveaux touchdowns des Cowboys, donc ça fait 41-14. On sauvera l'honneur avec un touchdown de Greg Ward. Ça finit à 41-21. Mais honnêtement, ce match-là, il y a un moment, il faut savoir le dire, ils ont été meilleurs que nous. En attaque, en défense, ils ont été meilleurs et ils méritent cette victoire. Messieurs, on a beaucoup de choses à discuter, notamment de savoir alors, les raisons de cette défaite et qui sont ceux qui doivent le plus apprendre de cette défaite pour progresser. Grégory, si je commence par toi, on reviendra évidemment sur le point positif, mais après une si grosse défaite, on est obligé de parler des axes d'amélioration. Quel est, selon toi, l'axe d'amélioration majeur, celui où peut-être un groupe de joueurs ou entraîneurs ou quoi, qui est passé à côté de son match et qui doit faire mieux? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je ne vais pas chercher de l'optimisme à tout va. On fera des trucs. Je veux juste qu'on cadre. On a passé tout notre temps dans les 3 podcasts précédents et même dans ceux d'avant. Il faudra être patient. Le calendrier est ainsi fait. Même si on est à 0-6, ce n'est pas grave. Et tu étais le premier à le dire. On verra les 6 matchs suivants. Donc, moi, je pense que tu as bien résumé la chose. Il y a des axes de progression obligatoires. Je ne serai absolument pas définitif dans ce podcast. Je laisserai ça à Loïc. Il le fait très bien.
Loïc alias la guillotine. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. C'est un avertissement sévère, dur, parce que c'est chez les Cowboys et que ça fait chier, et qu'on déteste perdre contre les Cowboys, et qu'on déteste se faire ouvrir par les Cowboys, et qu'on déteste sortir d'un match contre les Cowboys en se disant on est battu. On est battu partout, ils ont été meilleurs que nous, et comme tu l'as dit, ils méritent leur victoire. Ça, c'est le préambule. Donc, je veux pas. Je comprends la colère parce que c'est la nuit, on se lève et on est définitif. Moi, je veux pas l'être. Les axes de progression, je vais être très clair. 3 choses. 1, le coaching, essentiel. Sirianni a été décevant dans ce match-là. Il l'avait été par période dans le match précédent. Il l'avait déjà été par petits bouts contre les Falcons. Donc là, ce qui m'embête, c'est que ça ne progresse pas. C'est que je sens une petite régression, plus le niveau des équipes d'ailleurs augmente. Donc ça, c'est un vrai axe de progression. Et ce match, il est en partie pour lui. La deuxième chose, c'est Jalen Hurts, mon bébé Jalen, qui a montré ses failles et ses limites, qui a encore montré des bonnes choses. Il faut que ça progresse. Il apprend à être sous pression une fois de plus, bilan après 6-7 matchs. Et dernière chose, la défense qu'on avait pas encensée, mais pas loin pendant 2 matchs, a été totalement défaillante. Et même si on a été mauvais en attaque, parce que tu l'as dit, on se fait ouvrir, punt, on se fait ouvrir, punt. Dans on se fait ouvrir, punt, il y a on se fait ouvrir. Voilà. C'est un bon résumé pour moi. Il semblerait que Loïc ait un autre coupable. On y reviendra un peu plus tard, mais prenons ces points-là. Oh oui. Non, il a dit que c'était pas oui. C'est même pas oh oui. Il a dit que c'était pas oui. Moi, je vais revenir sur le premier point et je laisserai Loïc s'exprimer peut-être sur le deuxième. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas être définitif. Je suis d'accord qu'on a dit qu'il faudra du temps. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est de la progression semaine après semaine, même si on perd les matchs. De la progression. Et là, tu l'as bien dit, on est en régression totale. Sirianni est passé à côté de son match. Il n'a jamais mis Jalen Hurts en confiance. Et moi, il y a quand même quelque chose qui me choque. On a fait, hors les petites courses de Jalen Hurts, on a fait 3 courses dans le match. 3 courses pour 39 passes. À la fin, les Cowboys, mais même, à la fin, même quand on avait que 7 points de retard, les Cowboys n'avaient que 3 joueurs dans la boîte, ils s'en foutaient, vu que de toute façon, ça leur suffisait à mettre la pression sur Jalen Hurts, et qu'ils savaient que ce serait une passe. Sanders, sur ces 2 courses, il fait 27 yards. Donc, il n'est pas mauvais. C'est incompréhensible qu'on n'ait pas varié de jeu et qu'on n'ait pas fait des courses. Je ne dis pas majoritairement des courses, mais ça fait partie de notre identité. Ça avait bien marché contre les Falcons. Ça avait plutôt bien marché contre les Niners. Il y a un moment, cours. Parce que si tu demandes à Jalen Hurts de tout le temps tout faire, et tu lui laisses jamais un moment pour respirer, attends, mais il y a un moment, il va craquer, le gars. Quand tu loupes ta première passe, tu n'es pas en confiance, etc., fais une course qui va t'apporter 5-6 yards, comme ça, tu es en 3e et 4 au lieu d'être en 3e et 10. Non, là, c'était passe. Donc ça, c'est catastrophique. Et en plus, c'est criminel par rapport à Miles Sanders. Mais bien sûr, et par rapport à Jalen Hurts aussi. C'est le meilleur moyen de griller. C'était ridicule. Et le deuxième truc, où c'est inacceptable et ça ne doit pas arriver, 13 pénalités, je crois, de mémoire, et 35 sur la saison. C'est 8 de plus que n'importe quelle autre équipe de la Ligue. Alors, je veux bien que le coaching soit nouveau. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de changements de joueurs, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et 35 pénalités, c'est le plus haut total de l'histoire des Eagles. Alors, il y avait eu un débat, ce n'est pas le plus haut total de l'histoire de la Ligue, en fait, parce qu'il y en a certains qui s'étaient avancés là-dessus. En fait, c'est 43 par Washington. Mais c'est le plus haut total de l'histoire des Eagles. Et tu ne peux pas gagner un match quand tu perds 20 yards par drive. Ce n'est pas possible. On a vu des premières et 30, des deuxièmes et 30. Comment tu veux réussir ça? Et il y a ces pénalités, elles sont partout. Barnett, qui est con, comme d'habitude, les face masks. Et alors, la ligne, ils en ont tous fait une, quoi. Dillard, Johnson, Semalo, ils ont tous fait des conneries. C'est absolument inacceptable à ce niveau-là d'être aussi mal préparé. Et 3e axe pour Sirianni, et après, je donne le point à Loïc, mais les appels de jeu,
était cata. C'est-à-dire que dans l'exécution, il y a plusieurs actions où, en fait, au moment même où c'est lancé, on sait que c'est loupé. Et là où ça avait été propre face à Atlanta parce que c'était simple, là, on a voulu trop compliquer les appels de jeu. Si ça marche simple, joue simple, il y a un moment, tu te compliques la vie. Tu veux être plus intelligent que l'autre. Spoiler, là, tu ne l'as pas été. Donc, pour moi, Sirianni, je le dis avant que Loïc donne son avis, c'est le principal responsable de cette défaite. Et on veut voir de la progression. On ne veut pas voir de la régression. Du coup, c'est inquiétant. Loïc. Non, mais moi, je trouve que tu as raison sur le point des jeux appelés. Pour moi, c'est ça le plus inquiétant. Parce qu'encore à la limite, ça serait juste, entre guillemets, un problème d'exécution. Bah, tu sais que les joueurs doivent bosser dessus et tout. Là, c'est plus inquiétant. Là, c'est plus les prises de décision du coach en plus de l'exécution qui sont pas bonnes. Donc, est-ce qu'il va être capable de s'améliorer ou pas? En fait, on n'en sait rien. Faut pas oublier que c'est sa première fois comme head coach. Oui, il a fait 3 ans en coordinateur offensif. Oui, mais on sait très bien qu'un bon coordinateur n'est pas forcément un bon head coach. On en a vu des coordinateurs se planter. J'entends. Il y en a eu plein dans l'histoire de la NFL. Après, bien évidemment qu'il a une énorme part de responsabilité, qu'il n'a pas mis Hurts dans les bonnes conditions. Mais Hurts s'est pas mis dans les bonnes conditions non plus, hein, parce que sa première passe à rigueur. Mais c'est juste qu'il n'a pas poussé le ballon assez loin. C'est trop soft. C'est vraiment soft. C'est trop soft. Et de toute façon, il ne doit même pas lui lancer le ballon, puisque Reagor n'a pas vraiment de séparation. Il y a un safety qui vient aider le cornerback. Ça donne encore l'impression qu'il a fait sa première lecture, il est resté fixé dessus. Allez hop, vas-y, on lance. Et non, j'ai trouvé que Hurts sur ce match, il y avait beaucoup de négatifs. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être dans tous les matchs, mais là, pour moi, c'est son pire match. Je ne pensais pas qu'il serait capable de faire aussi pire. Parce que les balles étaient, pour la plupart, toutes pas assez fortement lancées. Là, le catch de Watkins, où il y a la passe interférence défensive, même si Watkins il fait le catch, la balle elle est pas bien lancée, je suis désolé, il n'y a pas assez de puissance. Le nombre de fois où il a lancé le ballon derrière ses receveurs, comme sur le pick 6, même si Davante Smith il tombe pas, ça change rien. Diggs il a l'interception, oui, il y a interception, le ballon quoi il est qu'il lancé arrive. n'importe où. C'est une fausse excuse, il y a interception quoi qu'il arrive, même s'il tombe pas. Globalement, j'ai trouvé que soit il tenait le ballon trop longtemps, soit il quittait la poche trop vite. Je ne sais pas s'il paniquait ou s'il ressentait le besoin de bouger, je ne sais pas, mais je trouve qu'en gestion de la poche, il faut vraiment qu'il bosse là-dessus parce que c'est pour moi son plus gros défaut, c'est ça. Il faut qu'il apprenne à arriver à gérer sa poche parce que pour moi, la plupart des fautes de la ligne offensive, il a sa part de responsabilité. Je suis d'accord. Après, moi, ce n'est pas la pocket manipulation qui m'a embêté. C'est en effet le manque de précision, parce que pour avoir vu le match du coup en direct et avoir vu les actions 3 ou 4 fois, il y en a un paquet qui sont derrière ou devant les receveurs. Et puis, pour moi, mais il finit à 2 interceptions, mais je trouve que c'est un bon scénario vu les passes qu'il lance. Je suis d'accord, mais par contre, moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est que son principal défaut en université, c'était de rester bloqué sur sa première lecture. Là, il est resté bloqué sur sa première lecture. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils ne se sont pas aidés au 3e match. C'est que je pensais qu'ils auraient l'intelligence, je crois que c'est toi qui l'as dit, Victor, de jouer simple. Ouais. Continue à jouer simple. Tu as 5-6 matchs. Rôde-toi, les mecs apprennent à se connaître, tu démarres. Pourquoi, d'un coup, dire, comme si le premier match, si on fait le résumé, c'est des passes assez simples, plutôt courtes, pas de deep. La deuxième, ils envoient des dips, ils font ça. Et la troisième, ils vont faire un mix. Et en plus, ils oublient le jeu de course. Je trouve qu'il n'y a pas d'échéancier. Je trouve que dans cette façon de faire, il n'y a pas de logique dans la façon de jouer. Alors, il y a un côté, on peut être imprévisible pour le mec en face, sauf que c'est quand même un jeu qui est aussi un jeu d'échecs. Et à un moment, tu ne peux pas donner tous les signaux à ton adversaire. Parce que ton adversaire, il n'est pas con, il est professionnel et il comprend. Ce qui ne veut pas dire que c'est que Sirianni, je vous rejoins sur le manque de puissance des passes de Hurts. Est-ce qu'on peut imaginer, ça arrive à tous les joueurs, qu'il y ait un coup de moins bien? Je répondrai la semaine prochaine. Si elles sont encore sous-dosées, s'il n'y a pas de progression, je serai davantage enclin à rejoindre Loïc. Je vais laisser un poil de temps parce qu'il y a tellement de choses qui n'allaient pas
que je vais être un tout petit peu prudent. Moi, Surtout que j'empiète un peu sur la preview, mais en plus, il va affronter la 32e défense de la Ligue dans une semaine. Exactement. Donc, théoriquement, bon. Mais c'est Mais, surtout bon. il a une incapacité à utiliser le milieu du terrain. Moi, je trouve ça flippant, en fait. Parce que tu as Hertz et Goddard, si tu sais pas utiliser le milieu du terrain, mais pourquoi, en fait, tu gardes Hertz? Mais ce qui est À un terrible moment en donné- plus, c'est que la première action, elle est très bien. Tu vois, jeu simple, Goddard se retrouve tout seul, il fait 35 yards, et là, tout de suite, tu essayes des trucs. Ouais, et puis, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en face, les Cowboys, il leur manquait plus de la moitié de leur ligne défensive. Donc, en plus, déjà que c'est pas une ligne défensive de ouf, et en plus, ils étaient mais en sous-effectif complet. Et ils avaient des absences sur toutes les lignes de. Enfin, pas sur les linebackers, mais. Après, Mais, on a le droit de ne pas encaisser plus de 40 points, les gars, aussi, quand même. Hein. Après, bien non, sûr. pour moi, je trouve, pour en revenir au principal responsable, je trouve que ce match, ça résume bien un peu, c'était un bordel. Et je trouve que ça résume bien ce qui se passe aux Eagles au niveau du front office et du propriétaire. Pour moi, le gars que je veux viser, c'est le propriétaire. T'entends plein d'histoires sur les Eagles, sur ce qui se passe avec Howie, avec les coachs, avec machin depuis des années. Et là, je trouve que c'était ce qui s'est passé sur le terrain, ça reflète un peu ce qui se passe en coulisses depuis des mois et des années. Ouais, mais moi, je pense que tu as envie de te faire plaisir parce que Jeffrey Lurie, tu ne l'aimais pas. Déjà, tu avais des reproches très légitimes souvent. Mais par rapport à oui, mais dire au troisième match de l'année, alors qu'il y a eu un changement de coach, un changement de QB, qui a une façon de faire qui a été différente, on peut quand même imaginer que c'est un match raté sans que ça représente tout de suite les Eagles, tu vois, Loïc. Moi, je te trouve très dur. Parce qu'ils ont changé. Il n'aurait pas changé, je t'aurais dit OK. Tout a changé quand même. Moi, je trouve je continue à affirmer qu'ils n'ont pas été cohérents entre ce que Lurie a dit après la saison et ce qu'ils ont fait dans l'intersaison. Ils ont dit que ça va être une année de transition. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas totalement assumé ce côté-là et qu'ils ont voulu quand même essayer d'être compétitifs en gardant des joueurs qu'il fallait peut-être pas garder pour vraiment faire une reconstruction ou une transition, appelle ça comme tu veux. Et aujourd'hui, sur le terrain, j'ai eu l'impression d'une équipe qui n'avait pas d'âme, pas de leader. Et je sais pas où on va aller de ce point de vue-là. Ouais, il y a un truc pour une fois de revenir. Plus, troisième journée, on avait dit on verra après 6 ou 7. J'entends les arguments, vous avez le droit de le dire, sinon on fera jamais de podcast. Je suis pas en train de faire le moralisateur. Hein. Non, mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné ce match. Alors, ça peut changer. Heureusement que ça peut changer, parce que t'imagines si on était sûr que toute la saison, ça serait comme ça, franchement, on arrête le podcast et puis on se fait des soirées à la buvette. Hein, c'est bon. Non, mais pour le coup. Ou on peut se faire un podcast à la buvette. Je ne sais pas si c'est une critique du front office ou quoi, mais par contre, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'était de me dire, les mecs qui nous ont ouvert, c'est quoi? C'est CeeDee Lamb, premier tour il y a 2 ans. C'est Micah Parsons, premier tour de cette année. C'est Trevon Diggs, deuxième tour de l'année dernière. C'est dingue comme il y a plein d'équipes pour qui les premiers et deuxième tours sont ultra impactants. Hein, alors que nous, Devonta Smith, Dieu sait que j'adore, hein, j'avais son maillot sur le dos pendant le match, mais pour l'instant, c'est un deuxième match de suite décevant. Là encore, il a le temps, mais ça reste décevant. Et on ne va pas revenir. C'est vrai que tu vois. Excuse-moi, Victor, mais c'est vrai que la comparaison de Devonta Smith avec Ja'Marr Chase et même Waddle, ouais, pour l'instant, ça pique compliqué. un peu. Ça reste une saison rookie, mais ça pique un peu. En fait, le problème, c'est qu'il arrive ce que certains avaient anticipé, ce qu'il arrivait pourtant à gérer en université, c'est qu'il se fait bouffer sur le press, là, pour l'instant. Il ne peut pas créer de séparation parce qu'il se fait bouffer sur le press et qu'après, il a plus le temps de faire. Mais c'est vrai que, je veux dire, Dickerson, là, pour le coup, moi, je n'aurais pas d'avis parce que le pauvre, il a commencé à s'entraîner il y a 10 jours. Donc, il a été moyen, mais tu ne peux pas trop lui en demander. Il est peut-être blessé. Il est peut-être blessé, d'ailleurs. Mais Reagor, c'est toujours aussi… déjà, la performance est moyenne et en plus, le body language de Reagor, il est toujours aussi dégueulasse. Hein. Il n'a toujours pas envie d'être là. Hein. C'est embêtant. C'est d'ailleurs se demander comment les coachs peuvent encore lui donner plus de snaps qu'à Watkins, qui est le meilleur receveur des Eagles. Watkins, c'est le symbole de ce que devraient être tous les joueurs des Eagles, des morts de faim
qui se battent Ouais. pour se faire une place dans la ligue. Mais Franchement, c'est là où j'attends le coach. C'est que l'an dernier, il y avait des mecs morts de faim qui jouaient pas ou à qui on ne donnait pas même des special teams. Là, s'il a vu le match et qu'il est capable de progresser, c'est qu'il doit être capable aussi de lui donner des responsabilités. Maintenant, C'est tu sûr. ne peux pas griller ton Reagor et ton Davante Smith tout de suite en 3 matchs. Les mecs sont rookies ou rookies. Régor, ça fait plus de 3 matchs hein, quand même. Ouais, mais bon. Rigor, à un moment donné, Non, c'est vrai que Devonta l'attitude. Smith, non, mais c'est juste que je voyais sur le terrain des Derek Barnett, premier tour, J.J. Arcega-Whiteside, second tour, Régor, premier tour. Et que du coup, l'accumulation de ça, je me disais, merde. Ah, mais il y a des ratés, mais après, vous savez bien que tout le monde était content de choper Smith là. On va pas refaire l'histoire. Ah non, mais Smith, Smith, je pense toujours. Smith, je pense toujours qu'il peut devenir un cador. Je pense toujours qu'il peut devenir un cador. C'est plus les autres. Tu as besoin d'un bon coach et d'un bon QB aussi. Ouais, je pense qu'il a besoin de prendre un peu de volume parce que le truc de dire je veux pas prendre de volume, je veux pas prendre de volume, en NFL, il va falloir quand même qu'il en prenne un peu. Mais on en parle du fait que le meilleur premier tour cette nuit, c'était Dillard sur le terrain. Et Dillard, alors j'ai vu que notre cher ami Cyprien, Cardinal CFR, a dit que Dillard avait été cata. Je trouve pas qu'il ait été cata hier. Hein. Il a fait son travail. C'était pas incroyable, mais c'était pas catastrophique. Bon, après, il était contre des defensive ends remplaçants, hein, puisque tu l'as dit, Demarcus Lawrence est blessé. Et voilà, mais il était contre Randy Gregory quand même, qui est titulaire pour le coup. Et Micah Parsons, la prochaine fois qu'il y a un mec qui me dit qu'un linebacker, il ne faut pas prendre ça dans le top 15 de la draft, Micah Parsons, il a joué defensive tackle, defensive end, linebacker, et ça a été un phénomène. Tiens, bonne transition si on parlait de nos linebackers à nous, parce que je les ai trouvés ridicules. Alors, notre défense, il y a quand même un truc qui a choqué assez sévèrement, c'est la défense de course. Parce que, limite, tu te prends 21 sur 26, 238 yards de Prescott, c'est Dak Prescott, il a 1 million d'armes, ok. La ligne de Dallas, c'est plus la ligne de l'époque. Hein. Il n'y a plus Travis Frederick, enfin, je veux dire, il y a un moment... L'intérieur de la ligne, c'est Connor Williams, c'est Tyler Bayadas. À droite, c'était Terrence Steele. Enfin, ce n'est pas des cadors. On s'est fait défoncer à chaque course. Ça finit à 5,5 yards de moyenne par course. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que c'est même pas, on ne s'est pas pris une course de 90 yards qui ferait en fait les statistiques. Non, c'est toutes les courses faisaient entre 4 et 6 yards. Et du coup, ils avaient des first down faciles toute la soirée. J'ai trouvé ça hallucinant. Mais en fait, tu voyais sur les ralentis qu'ils prenaient à 2 Cox et Hargrave sur les courses, et qu'en fait les linebackers, tu sais pas ce qu'ils faisaient, c'était loin de la ligne, et du coup ils restaient bloqués derrière les blocs, et en fait du coup les Cowboys, leur running back, ils avaient 5 yards avant d'être touchés quoi. Donc, et encore Cox, je sais pas si vous l'avez vu sur le 40 minutes, mais nous on l'a vu sur le match en entier, 3 fois, il est resté allongé sur le terrain parce qu'il était essoufflé. Mais c'est normal, il a dû sortir. Il a été malade toute la semaine, il a expliqué qu'il n'avait pas mangé pendant 4 jours. Ah oui, d'accord, parce que c'était vraiment... J'étais inquiet pour lui, là vraiment, inquiet. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire de défense, Singleton par exemple, qui était un symbole l'an dernier, à qui on disait « Ah, ça fait partie des découvertes ». Le mec est bon, il en veut, il se bat. Et ça, c'est vrai, mais il y a des limites, quoi. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Je le prends en représentatif de ça. Ce qui m'emmerde, c'est que j'aimais bien cette stat. On n'a pas pris de touchdown avant quasiment un match et demi. On le prend à la dernière seconde du deuxième match. Et là, on a l'impression que c'est les portes ouvertes et que malheureusement, on en prend un. Et que derrière, il y a impossibilité de se ressaisir et de bloquer, comme si c'était une évidence. Et je ne sais pas exactement à qui est la faute. Je pense qu'ils ont tous été mauvais en même temps, mais plus que mauvais techniquement et mauvais physiquement, il y a un côté, j'ai lâché, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Ça, j'aime bien que tu l'évoques. C'est vrai que c'est un point que je voulais aborder, c'est que physiquement, déjà sur la deuxième mi-temps contre les 49ers, c'est là sur tout le match pour le coup. T'as l'impression que physiquement, ils se sont fait marcher dessus. Hein. Moi, j'ai trouvé que surtout, ils n'avaient pas envie. Ils se sont fait marcher dessus parce qu'ils n'avaient pas envie. Et ça m'inquiète. Moi, j'y crois moyen. J'y crois. T'as pas envie contre les Cowboys alors que t'es un Eagles. Moi, je suis plutôt d'accord avec Victor. En tout cas, c'est la perception qu'ils ont donnée. Donc, moi, je crois qu'ils sont battus.
je crois que c'est pas de l'envie, c'est du désespoir en fait. On n'y arrive pas, on se fait ouvrir, donc on a un body language qui est révoltant pour un fan ou pour les fans que nous sommes, mais en même temps, les mecs n'y arrivent pas. Et je pense que malheureusement, c'est synonyme de limite. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de Sirianni, mais le coach défensif que tout le monde encense en NFL depuis ces années au Colts et même là, c'est que sur ce match, en tout cas, t'as pas l'impression qu'il ait fait des ajustements qui aient marché en deuxième mi-temps. Hein. Après, moi, j'ai tendance à être un peu moins dur sur le coach défensif parce que faut se rappeler ce qu'on dit au début de la saison et il faut regarder les joueurs sur le papier. Il a, je pense, un des 3 effectifs les plus faibles de la ligue sur le papier en défense. Donc, il fait ce qu'il peut, mais il y a des moments où il va faire... Il y a quand même beaucoup d'investissements sur la ligne défensive. Là, on a passé notre temps à dire qu'il y avait une vraie secondary, des vétérans solides. Alors, la secondary, bon, je ne vais pas accabler Epps qui, honnêtement, fait son match. Il y a 2 passes parce que Wallace se blesse, donc il y a 2 passes où Epps est tué. Bon, bien sûr, parfois il est battu, mais c'est pas le principal responsable. En fait, il devrait même pas être titulaire, c'est ça le truc. Mais c'est Steven Nelson qui a pris le bouillon. Steven Nelson, il a pris le bouillon de la minute 1 jusqu'à la fin du match. C'est parce que il y a l'action dans la red zone où il est perdu un peu comme toute la défense. Pas ce qu'il fait. Mais il a fait une mauvaise action, mais globalement, il est correct sur tout le match. Nelson, il est cata. Sur tout le match, il n'y arrive pas. Et c'est vrai que soit il allait chercher Lamb qui prenait le meilleur sur Nelson, soit Prescott allait profiter de la faiblesse de linebacker pour aller chercher Dalton Schultz, qui a été le meilleur receveur de tout ce match, c'est dire. Et nous, nos 2 meilleurs receveurs, c'est nos tight ends. Hein. Au moins, on disait qu'il faut utiliser les tight ends. C'est bien, ils ont fait 60. Ah oui, on disait on ne sait pas les utiliser. Bon, ils marquent touchdown et ils sont numéro 1 et 2. Mais le problème, c'est qu'ils jouent chacun 50% des snaps. Donc, oui, c'est un problème. À peu près, ouais. Mais du coup, voilà. Après, on en parle aussi pour le moment. Bon, ça reste que 3 matchs, ils sont dans une nouvelle équipe, mais c'est vrai qu'on voyait en Eric Wilson et Anthony Harris 2 playmakers, 2 gars qui récupéraient des ballons, soit au sol, soit en interception. Et pour le moment, il n'y a pas une action où tu t'es dit « Ah tiens, ils ont une chance de faire quelque chose. » quoi. Eric Wilson, il a fait un bon premier match. C'est un peu compliqué depuis. Par contre, c'est vrai qu'Anthony Harris, il n'est pas mauvais, mais c'est le genre de joueur dont normalement tu es censé attendre plus. Il est un peu neutre par rapport à ce qu'on espérait à sa signature. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, c'est simple. Cette défense, c'est Hargrave. Hargrave, il est incroyable. C'est vraiment le rayon de soleil. Hein. Enfin, faut dire, même dans ce match-là, hein, Hargrave, c'est vraiment notre meilleur joueur. Il y a Avante Maddox. Alors, ça ne va pas faire plaisir à Loïc. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je me suis fait la réflexion pendant le match qu'il était souvent là où il y avait le ballon. Et Avante Maddox, depuis son retour dans le slot, ça va très bien. Et Josh Sweat, il a fait un bon match aussi, pour le coup. Par contre, pour le coup, Maddox, vous l'aviez annoncé, on l'avait annoncé, hein, disant que le fait d'aller dans le slot lui ferait du bien. Oui, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'on l'avait vu dans le slot il y a 2 ans, il n'avait pas été mauvais. Par contre, Ryan Kerrigan, on ne sait même pas pourquoi il a signé. Hein, parce il est cramé, franchement, autant qu'il le coupe, il faut arrêter les conneries. C'est limite, moi je préfère que tu mettes Gennard Avery en defensive end. Hein. Mais Avery n'a quasiment pas joué alors qu'il avait fait un bon match contre les 49ers. Il a fait un bon match contre les 49ers et il n'a pas joué, donc peut-être qu'il était blessé. Hein. Ouais, à voir parce que du coup son remplaçant a joué beaucoup de snaps. Donc comme c'est un rookie, je pense qu'il a dû se blesser en cours de route aussi. Hein. Milton Williams a joué, en effet. Il n'a pas été extraordinaire, mais là encore, c'est un rookie, il faut du temps. Donc ça me dérange moins chez les rookies. Et puis... notre débilos, Derek Barnett, ça a fait rire Loïc. Il y a une vidéo qui tourne, on vous la fera passer sur Eagles FR. Si tu ne l'as pas déjà fait, je ne sais pas, Loïc. Non, je crois que je ne l'ai pas déjà fait. Où il fait une faute et tu vois Sirianni, tu lis carrément sur ses lèvres qui dit putain, c'est toujours lui, quoi. Non, mais là, si c'est toujours lui, attends, si c'est toujours lui, si c'est toujours ou encore lui, il est de la responsabilité de Sirianni de le sortir. Je pense que j'ai rarement vu un joueur avec un QI football aussi bas.
Et en de fait, Derek Barnett. il y avait une stat qui montrait que depuis qu'il a été drafté aux Eagles, je crois qu'il a 18 sacs et demi ou 19 et il a 19 sacs 23 et demi. et il a 23 pénalités. Il a 23 pénalités. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait perdre aux équipes adverses 144 yards sur des sacs et il a fait perdre aux Eagles 174 yards sur des pénalités. C'est un premier tour et il a fait perdre plus de yards qu'il en a fait gagner dans toute sa carrière NFL. Mais il n'y a pas que nous qui le voyons. Il n'y a pas que nous qui le voyons, les gars. C'est pas possible. Non, mais ça, c'est 10 millions la saison, ça restera. Je pense que si Graham s'était pas blessé, on aurait vu Graham et Sweat tout le match et Barnett n'aurait pas vu le jour. Non, mais la réalité, c'est que là, le problème, tu es obligé de faire jouer Barnett puisque Kerrigan, en plus, est complètement cramé et que de toute façon, tu n'as personne d'autre. Donc, à un moment donné. Tu as Milton Williams, mais qui est un rookie et qui apprend. Tu as Kerrigan qui est cramé et tu as Avery qui peut le faire, mais en effet. Je trouve ça quand même bizarre qu'il n'ait pas du tout joué ou presque pas alors qu'il avait bien joué contre les 49ers. Je pense que soit c'est un choix de schéma et dans ce cas, j'ai du mal à comprendre, soit c'est qu'il a été diminué pour une raison ou une autre. On a vu quand même beaucoup de joueurs des Eagles en illness cette semaine. Donc, je sais pas quel était, je sais pas si c'était une gastro ou… C'était non-Covid. Hein. C'était non-Covid, c'est la seule chose qu'on sait. Donc, je sais pas quelle était cette maladie, mais il y a l'air d'avoir pas mal de joueurs qui ont été diminués par ça. Et Avery en faisait peut-être partie. Ça, on n'a pas les détails du vestiaire. Sinon, le point tuile de la semaine, c'est la blessure de Seumalo. Donc, là, la ligne offensive, ça va piquer les prochaines semaines. Donc là, on a Malaita qui est incertain pour le prochain match. Ah oui, parce que depuis le dernier podcast, Mailata s'est fait une blessure au genou à l'entraînement. Mais j'ai envie de dire, vu le match de Dillard, face aux Chiefs, normalement, ça devrait aller. Encore que s'ils mettent Chris Jones en face, ça peut vite partir en vrille. Mais bon, le problème, c'est qu'au niveau des gardes, du coup, tu es obligé de mettre Herbig et Dickerson. Et encore, Dickerson, a priori, il n'était pas bien sur une de ses jambes en rentrant au vestiaire après le match. Ouais, donc ça veut dire tu mets qui Dans ce cas-là, tu mets Herbig et tu mets Jack Anderson, non ça va être Opeta. Non, pas Opeta. Ah, si, ça va être. S'ils mettent un autre gars, ça va être forcément un gars qu'elle a depuis un certain temps. Moi, j'aimais bien Jack Anderson qu'on a récupéré des Bills, qui est un ancien de Texas Tech, qui était pas mauvais. Enfin bon. Et on a Jason Kelce qui tient encore pour l'instant. Par contre. Et c'est peut-être ça, on va quasiment avoir fait tout effectif, mais on a été assez rapide. Il est temps de s'inquiéter pour Lane Johnson. Ouais. Surtout qu'il va nous coûter 20 millions d'euros sur les 2 prochaines saisons. Alors lui, vraiment, les 2 contrats terribles, c'est Brandon Brooks et Lane Johnson. Parce que Lane Johnson commence son extension seulement cette année, faut le rappeler. Mais alors bon, mais il faut rappeler aussi qu'on était… un peu concerné, peu inquiet, mais qu'on se disait, s'il n'est pas blessé, si c'est Pietienne, il est quand même énorme, c'est un pro bowler en puissance. Bon, voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette réflexion quand même. Ouais, mais autant Brooks, moi, j'avais dit qu'il fallait faire attention à son contrat parce qu'il y a les blessures. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà pris 2 suspensions, donc à la prochaine, il part 2 ans. Donc, c'est pas un an dans le nouveau ciblé. Bon, bref. Enfin, il part un an, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ça le problème que j'ai reproché à l'intersaison. Et potentiellement, on peut le payer soit là pour la trade deadline ou l'année prochaine. C'est qu'en fait, tu n'as pas de flexibilité avec cet effectif. Tu es coincé avec. Ouais, Brooks et Johnson font que bien qu'on n'ait pas la dead de Vance l'année prochaine, on va être un peu bloqué encore l'année prochaine sur le recrutement de free agent. Mais autant Brooks, je trouvais que c'était une connerie parce qu'il se blesse tout le temps et d'ailleurs, il s'est blessé. Autant Lane Johnson, j'y croyais quand même si sa cheville m'inquiétait un peu. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas l'air tellement gêné par sa cheville. Il a juste l'air d'avoir perdu de sa puissance, perdu de son explosivité. Ouais. Il a l'air au bout du rouleau. Enfin, et je dis ça avec tout l'amour du monde. J'ai son maillot, j'adore Lane Johnson, mais là, on sent que ça devient compliqué. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que et c'est souvent le symptôme de ces tackles droits qui sont souvent plus puissants que les tackles gauches, en tout cas plus projetables au deuxième rideau, c'est que ça va toujours en défense de passe. C'est quand il faut pousser pour la course, quand il faut mettre son vis-à-vis par terre, là, on sent que ça pêche, quoi.
Et d'ailleurs, on le voit. Enfin, tu regardes. Si tu compares à Mailata de l'autre côté, c'est sûr qu'en plus, ça fait encore plus visible. Est un monstre parce que. Non, mais oui, c'est sûr que c'est un monstre. Mais du coup, c'est vrai que quand tu as tendance à comparer ce qui est comparable, donc tu compares ton tackle droit à ton tackle gauche, t'en vois un qui fait valser tout ce qui passe et l'autre qui. Et le problème, c'est qu'on se retrouve comme l'année dernière avec des problèmes d'hommes de ligne dans tous les sens. Et que, donc, partons du principe, parce que c'est certainement vrai que ce Malo est absent quasiment toute la saison. Là, tu n'as pas de remplaçant en centre, puisque ton remplaçant en centre, c'est censé être Dickerson, et il va jouer. Et sinon, c'est censé être Herbig, mais il va jouer aussi. Il va jouer aussi, ouais. Donc, tu te retrouves avec des Opeta, Awosika, Todd et Jack Anderson. Et même au niveau des tackles, imaginons vraiment ça ne va pas, Lane Johnson. Tu as quoi? Tu ne vas pas mettre Dillard à droite, hein, on a vu ce que ça donnait. Ils l'ont entraîné à droite, donc peut-être. Ou alors, ils vont foutre Mailata à droite, puisque Mailata, normalement, c'est pas sérieux, il devrait revenir assez vite. Mailata, apparemment, soit il revient contre les Chiefs, soit il revient contre les Panthers. Moi, à mon avis, ils vont l'accélérer. Hein. Mais au pire, honnêtement, moi, je préfère perdre des Chiefs et qu'ils ne l'accélèrent pas. Dillard, c'était pas vraiment le problème sur ce match pour le coup. Non. Je pense que Dillard, c'était pas le problème sur ce match. Non, faudra voir quand est-ce que Driscoll revient de la liste des blessés, puisqu'il peut jouer garde et tackle droit. Il a passé plus de temps dans sa vie. Mais s'il a tendance à se blesser aussi. Donc là, ça peut aller, ça peut faire comme l'année dernière si les blessures continuent de s'accumuler, qu'en plus le coaching ça s'améliore pas. Ouais, ça peut être des semaines compliquées parce que autant je pense qu'on s'attendait à avoir pas mal de défaites en début de saison ou en tout cas un certain nombre, mais après c'est vrai que c'est plutôt la manière, le comportement, les progressions. En tout cas moi c'est ce que j'attendais de voir sur la saison, de voir des joueurs qui émergent pour le futur. Disons c'est ça, c'est la régression qui me gêne. Après, c'est que sur un match. Non mais je plaide sur un match, mais je plaide pour l'accident. Ça peut être un accident, ces mecs-là, ils se connaissent sans se connaître. Il y a plein de choses. Je suis d'accord, je répète, il faut faire gaffe pour pas que ce soit. Si ça recommence la semaine prochaine, en étant encore moins bien, là, on tire l'alarme. Là, c'est un avertissement. Non, je suis d'accord, je plaide pour l'accident. On aura un problème. Mais du coup, on va être plus attentif. Et c'est surtout que c'est contre les Cowboys. En vrai, on va quand même pas se mentir. On est sur un podcast de fans des Eagles. Avec de la mauvaise foi, même si on essaye d'être le plus objectif possible, ça fait chier que ce soit là, quoi. Voilà, en prime en plus. Ouais, ça c'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être passer à notre preview du match face aux Kansas City Chiefs. Une victoire et 2 défaites. Donc, les Kansas City Chiefs, qui, un peu à la surprise générale, sont à 1 victoire pour 2 défaites. Et ça, ce n'était pas attendu, même si, par exemple, moi, dans les pronos, je les avais mis quand même avec 4 ou 5 défaites cette saison. On ne s'attendait pas à ce qu'ils en perdent 2 d'affilée. Ils ont perdu contre les Ravens, ils ont perdu contre les Chargers. Et ils ont failli perdre contre les Browns. Ouais. Et ils sont devenus un peu la caricature d'eux-mêmes. Bon, déjà, ils n'ont pas gagné un match par plus de 7 points depuis novembre de l'année dernière. Ça, c'est remarqué. Et ils sont devenus une caricature d'eux-mêmes, c'est-à-dire une bonne attaque. L'attaque des Chiefs, ça reste toujours une attaque excellente, même si, quand même, il y a des erreurs qui, d'habitude, n'arrivent pas. La perte de balle en fin de match contre les Chargers, en direct sur l'équipe, pour le premier match en clair sur la chaîne équipe, celle-là, elle est absolument cata. Mais globalement, nous, elle nous arrangeait. Hein. Je te cache pas qu'à ce point de vue télévisuel, le score et la rencontre, on était bien. Hein. Non, mais bien sûr, mais Travis Kelce, Tyreek Hill et tout, ça fait son match, mais l'attaque reste performante. Par contre, la défense, l'attaque reste performante. Ils font quoi, 3-4 turnovers contre les Chargers. Non, mais c'est ça. Globalement, ils sont performants, mais ils font plus d'erreurs que d'habitude. C'est pour ça qu'ils ont perdu 2 matchs. Pour moi, j'ai du mal avec le mot performant et 4 turnovers, mais après, c'est sur les mots. Non, ils avancent bien, en tout cas. Ils continuent d'avancer très facilement sur le terrain. Non, mais ils ont quand même mis, en 3 matchs, ils ont mis 92 points. C'est pas catastrophique.
Par contre, ils en ont pris 95 des points. Et alors, la défense, c'est porte ouverte. C'est porte ouverte. Ils ont pris, je disais qu'ils étaient derniers, ils sont 30e en nombre de yards. Excusez-moi, 30e en nombre de yards. Et ils se sont pris des points sur 50% de leur drive. Donc, seul Washington a fait pire. Washington, on en reparlera un jour, mais alors, la défense de Washington, c'est peut-être la plus grosse déception de la saison. Messieurs, du coup, le schéma, il est simple. Ils mettent 35 points et on en marque 40, Greg? Il n'y a pas le choix parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à les contenir. Donc, avec ce qu'on a dit sur la défense, même s'ils s'améliorent, il y a un moment, leur attaque est meilleure que notre défense. Ça, c'est un fait. Il faut juste espérer que notre attaque se simplifie et puisse faire mal à leur défense. Le problème, c'est que si, comme je le dis, notre défense est moins bonne que leur attaque, je ne suis pas encore persuadé que notre attaque soit meilleure que leur mauvaise défense. Ah bon? Voilà. Donc, ce qui m'embête à double titre, c'est que cette rencontre est diffusée sur la chaîne L'Équipe. C'est la première fois qu'on va voir les Eagles en clair. C'est la première fois que la France va rencontrer de visu les Philadelphia Eagles en clair et en gratuit. Et j'ai peur que ce soit pour une fessée. Parce que c'est là-bas, parce que ça fait du bruit. Donc... Non, c'est à Philadelphie. Hein. Ah bon, je croyais que c'était à Kansas City. Non, c'est chez nous. C'est chez nous quand même. Excusez-moi, autant pour moi, je les avais deux de suite. Donc, je reprends. Donc, ce qui m'embête, c'est que ça va huer dès le premier quart-temps. Ce qui m'embête, c'est que si jamais ça se passe mal, on peut avoir un public hostile. En vrai, non, le public de Philadelphie hostile, ça n'arrive jamais. J'ai peur de me faire chambrer au bureau le lundi matin. Ça va m'agacer. Voilà. Donc, je ne vois pas comment on gagne ce match, même à domicile. J'espère me tromper, mais je nous vois perdre 32-18, quoi. Même si on perd, je sais que tu ne perdras pas ton enthousiasme légendaire. J'en suis sûr. Non, mais moi, je suis un fan, hein, là. Je suis pas... L'enthousiaste de service qui annonce la défaite. Nous, on est petite pensée aussi à un autre journaliste, Benjamin Bernard, qui a été obligé de commenter les matchs de 22 heures juste après que les Lions aient perdu sur un field goal de 66 yards. Hein. Parfois, c'est ça la vie. Mais du coup, Loïc, toi, au niveau de cette défense, globalement, cette défense, elle a été faible de partout, même les Tyrann Mathieu, etc. Il n'y a que Chris Jones qui a l'air de surnager, mais le reste, c'est cata. Et j'ai envie de te dire, peut-être un des enjeux, c'est qu'apparemment, je regardais les analytics, parce que je n'ai pas regardé en détail non plus, mais ils prennent beaucoup de points sur des courses au milieu du terrain. Ouais. Ça, c'est des choses que Sanders peut exploiter. Le problème, c'est que du coup, tu as tes deux gardes qui sont blessés. C'est ça qui risque d'être embêtant. Parce que c'est une chose que j'ai remarqué contre les Chargers, c'est à la course, ils se faisaient rouler dessus comme nous cette nuit. Et surtout, leur défense, dès que les Chargers ils mettaient un peu de tempo et qu'ils faisaient du no-huddle, mais il y a eu plusieurs actions où leur défense, en fait, ils n'étaient même pas en position. Ils n'étaient pas prêts, ils étaient perdus. Donc ça, va falloir balancer entre le fait, pour avoir une chance de gagner, il va falloir avoir un énorme temps de possession pour éviter d'avoir la défense trop longtemps sur le terrain. Puisque de toute façon, tu as déjà les titulaires, c'est ric-rac à certains postes, et alors il n'y a même pas de remplaçant digne de jouer. Donc, il faut vraiment que la défense joue le moins possible. Ça veut dire que l'attaque doit rester le plus longtemps possible sur le terrain, mais il va falloir scorer des touchdowns en red zone. Il va falloir que Hurts se calme dans sa poche, prenne le temps, pose ses pieds, fasse ses lectures. Mais non, il y a moyen d'avoir un semblant de match accroché. Après, le problème, c'est qu'avec cette attaque des Chiefs, tu peux avoir un match accroché la première mi-temps et puis au troisième quart-temps, tu vas prendre 21-0 en 5 minutes et tu vas pas comprendre ce qui s'est passé, quoi. Moi, ce qui me fait très peur, mais je l'avais dit pour George Kittle, qui nous avait mis 180 yards l'année dernière et finalement, il nous a mis 16 yards cette année. Mais moi, ce qui me fait peur, encore et toujours, c'est Travis Kelce contre nos linebackers. Parce que Travis Kelce, quand ça rigole, on peut passer un mauvais moment. Tyreek Hill aussi, à mon avis,
Va falloir faire attention. Hein. Va falloir garder un Ouais. safety deep tout le match. Allez, donnez vos pronos, les gars, parce que là Je dis- ça papote. Je dis juste une dernière chose parce que ça a quand même été notre coach pendant 13 ans. On peut dire que c'est un peu, il est sur la liste des blessés, mais Andy Reid a fini le dernier match à l'hôpital. Donc apparemment, il est dans une condition stable et ils disent qu'il va sortir, mais il est quand même malgré tout incertain pour le prochain match. Donc il est possible qu'on affronte les Chiefs d'Eric Bieniemy et pas les Chiefs d'Andy Reid. Donc ça, on verra comment ça évolue, mais évidemment, la santé est prioritaire. On espère pour lui que tout ira bien. Un prono, Greg. Ah bah je l'ai dit, 32-18 pour les Chiefs. 32-18. Ah oui, quand même. Même quand t'es Cowboys, t'es plus optimiste que ça, quand même. Non, mais parce que je pense que ça peut pas se régler en une semaine. Mais c'est pas grave d'en prendre 30 si tu en évites 50. Et c'est pas mal d'en marquer 18 si tu fais pas n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Loïc. Le problème, c'est qu'on affronte une équipe qui est dernière de sa division, qui va être motivée, qui va vouloir jouer pour son coach. 42-17 pour les Chiefs. Eh ben moi, je l'ai dit, les Chiefs, ils n'ont pas gagné un match ils n'ont pas gagné par plus de 7 points depuis novembre. Donc, je dis 35-28 pour les Chiefs. Voilà. Je pense ça serait la fameuse défaite encourageante. Ce serait le label défaite encourageante, évidemment. C'est toujours très important d'avoir la défaite encourageante. Est-ce qu'on peut faire au moins le point draft 2022 et les Non. et les bons résultats du week-end? Non. La draft, c'est pour plus tard, Dieu. mais on peut dire qu'en effet, les Dolphins et les Colts ne sont pas au mieux et que pour l'instant, ça nous arrange. Et que Carson a joué tout le match avec ses 2 chevilles pétées. Oh non, t'es chiant, je voulais faire un podcast sans prononcer son nom. Carson qui a joué à 70%, c'était une statue sur le terrain et son coach a dit à 70%, il est meilleur que les autres à sa position, ce qui donne quand même la confiance énorme du coach envers ses remplaçants. Ce qui nous arrange. Ce qui donne un énorme Colts Dolphins la semaine prochaine. Oh Il y aura un vainqueur. Et il faut que les Colts gagnent pour rester dans la course au playoff et pour pas qu'ils benchent Vance. Voilà, c'était le moment enthousiaste. Donc, on est tous pour Carson Wentz et tous pour les Colts la semaine prochaine. Très bien, messieurs. Eh ben, merci. Merci. On se retrouve du coup semaine prochaine. On aura eu un peu plus de temps pour débriefer ce match de Kansas City. Grégory l'a dit. Rendez-vous sur l'équipe, il sera en direct et en clair. Donc, même pour ceux qui n'ont pas de Game Pass et qui n'ont pas, j'allais dire Bein, mais Bein diffuse de Red Zone, donc c'est encore différent. Mais pour ceux qui n'ont pas de Game Pass, vous pouvez aller sur l'équipe, sur la chaîne équipe, pas de site internet, la chaîne télé. Et ça sera en direct et en clair. C'est Peter Anderson, je suppose, toujours. Ouais, Peter et Sébastien. Et moi, je reviendrai pour les playoffs. Voilà. Ça marche. Et bravo à Anthony Maungu, qui est champion de l'European League. Gagné Football l'European League. Avec Yes. Francfort, bravo. Et c'est une surprise d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas favoris de la finale. Ouais. Bravo à eux. Eh bien, merci à tous. Bonne journée. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And